Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Et d'abord, je vous invite à couper vos microphones et éteindre vos caméras pour que les gens qui présentent peuvent se présenter. Je m'appelle Eva, je travaille pour l'initiative APA et je vais modérer ce webinaire aujourd'hui. On se trouve dans la première série de webinaires sur les options pour la mise en œuvre de l'APA. Et ce webinaire aujourd'hui se focalise sur les considérations spéciales et permis pertinents. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Donc, je vais donner quelques annonces. La prochaine, s'il vous plaît. Concernant le rapportage, je veux vous informer que seules les présentations de ce webinaire seront enregistrées et publiées. Ça concerne une présentation d'Olivier Rukundo et les discussions et les présentations des pays ne seront pas diffusées. Et comme d'habitude, un rapport écrit anonymisé résumera les discussions et sera mis à votre disposition. La prochaine, Mélanie. Merci. Je voudrais aussi vous donner quelques conseils pour une bonne expérience de webinaire. Tout d'abord, comme j'ai déjà dit, veuillez couper vos microphones et éteindre vos caméras. Aussi, c'est important qu'il y a seulement les contributions orales uniquement pendant les questions-réponses après les présentations. Et si vous souhaitez poser une question ou faire un commentaire, veuillez lever la main virtuelle ou saisir votre question dans le chat. Et si le modérateur vous donne la parole, veuillez allumer le micro et la caméra et poser une question ou un commentaire. La prochaine. Merci. Donc, je vais contextualiser le webinaire un peu. Comme vous savez, à cause de l'épidémie de Covid-19, on ne peut plus faire des activités nationales et régionales comme d'habitude. Donc, le comité de pilotage de l'initiative APA a décidé de focaliser sur 4 groupes de soutien à distance. Et on se trouve dans le premier groupe qui concerne la cartographie et la promotion de la mise en œuvre du protocole de Nagoya en Afrique. On a 3 autres groupes, comme la production de connaissances selon les conditions convenues d'un commun accord et partage des avantages. Et aussi, la troisième, c'est la contribution de l'APA à la conservation et à l'utilisation durable. Et le 4e groupe de soutien à distance concerne la sensibilisation et le développement des capacités en matière d'information sur le séquençage numérique, ISN, on parle de DSI en anglais, en Afrique. La prochaine, merci. Donc, nous, on se trouve dans la thématique 1, concernant les options pour la mise en œuvre de l'APA. On a déjà eu 3 webinaires. On a commencé avec une introduction et des options générales. Et après, on a parlé comment on peut mettre en œuvre les lignes directrices de l'Union africaine en pratique. Et le 3e webinaire a focalisé sur les choix des instruments juridiques appropriés. Et aujourd'hui, on va concentrer sur les questions techniques, notamment les considérations spéciales et les permis pertinents. La prochaine. D'accord. Maintenant, je voudrais donner la parole à M. Souheil Al-Janabi, qui est le co-gestionnaire de l'initiative APA et qui va nous donner quelques mots de bienvenue. Souheil, vous avez la parole. Bon, merci Eva et bienvenue à tous et à toutes. Oui, je suis Souheil Al-Janabi, le co-gestionnaire de l'initiative et bon, seulement et bienvenue à cette séminaire ici. Oui, on a
on a décidé de focaliser sur des considérations spéciales. Mais ça ne veut pas dire que les considérations spéciales ne sont pas d'importance et seulement des aspects marginalisés dans la mise en œuvre et la planification de protocoles. Focaliser sur l'article 8 du protocole qui vise trois champs très très importants, bien sûr, à régler. C'est la recherche fondamentale avec des mesures simplifiées. C'est aussi l'enjeu, et ça c'est extrêmement actuel maintenant avec la crise Covid-19, comment prendre en considération des urgences de la santé avec une accès accéléré. Et il y a aussi le champ de sécurité alimentaire, c'est-à-dire l'interface avec aussi des instruments internationaux comme le TIRPA, le traité international pour les ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture. C'était c'est une champ qui est pertinent dans la plupart de nos pays partenaires en Afrique, et nous voyons aussi qu'il y a plusieurs options de la mise en œuvre, et on va discuter aujourd'hui quelques de ces options dans une discussion panel avant la clôture de cette séminaire. Alors, encore une fois, je vous souhaite bienvenue, et maintenant je vais demander à un vrai expert sur le protocole, encore une fois, Olivier, de prendre la parole. Merci. Merci Souel, merci Eva. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc ça fait plaisir de vous voir et de voir que vous êtes encore revenus au rendez-vous pour ce webinaire. Alors, donc ce webinaire, comme l'a dit Souel et Eva, va porter spécifiquement sur les donc les considérations spéciales, et donc on va se baser sur ce qui est décliné dans le protocole de Nagoya, et bien sûr voir comment ceci s'applique dans la mise en œuvre au niveau national. Une chose qui est importante, c'est quand on discute de l'article 8 du protocole de Nagoya, là vous avez cette diapo qui vous dit que donc l'article 8 qui encourage les parties à promouvoir, encourager la recherche en mettant en place par exemple des mesures simplifiées tout en tenant compte du changement d'intention. Et également, l'autre considération, c'est bien sûr les questions d'urgence, santé humaine, etc. Et aussi le lien, bien entendu, avec donc la mise en œuvre plus spécifiquement du traité international de la FAO, mais aussi des dispositifs de la Commission sur les ressources génétiques pour l'agriculture et l'alimentation, aussi au sein de la FAO. Donc des mesures qui prennent en compte le caractère et le rôle spécial que joue la sécurité alimentaire. Sur cette diapo, je voudrais également, pour ceux qui étaient dans les négociations, faire un petit rappel en arrière qui, je pense, est important. C'est que dans les discussions, dans l'adoption du protocole de Nagoya, il était question, à un moment donné, de mettre dans le protocole de Nagoya, ou d'avoir des dispositions dans le protocole de Nagoya qui régissent donc des modalités d'accès, parce que là on parle vraiment d'accès, pour les considérations spéciales, notamment pour la recherche, les urgences et pour le lien avec la sécurité alimentaire. Il était question à un moment dans les négociations d'avoir des mesures que certains partis voulaient que ce soit des mesures rapides. Ceux qui ont participé aux négociations, vous rappellerez qu'il y a eu
beaucoup de discussions par rapport à la distinction entre ce que c'est une mesure rapide, contrairement à ce qu'une mesure simplifiée, c'est-à-dire une mesure rapide peut être une mesure rapide mais qui n'est pas simplifiée. Et notamment le groupe africain a insisté sur le fait que même s'il y a des considérations spéciales, il faut qu'il y ait des modalités par rapport au partage des avantages et par rapport au changement d'intention pour prendre en compte, prendre en charge le fait que la délignation entre la recherche fondamentale et la recherche commerciale est souvent très difficile à articuler ou à décliner. Donc, ces considérations avaient été prises en charge. Donc ça, je pense que c'est un aperçu important, quelque chose qu'il faut garder en tête parce que ça revient toujours dans les dispositifs au niveau national quand les pays maintenant abordent les questions de mettre en œuvre des mesures simplifiées ou des considérations spéciales. Prochaine diapo. Donc, d'un point de vue de contexte, l'article 8 du protocole de Nagoya donc réitère l'importance du secteur de la recherche, de la santé et de l'agriculture. De fortes communautés de pratiques existent en Afrique, bien entendu, par rapport à des protocoles et des mécanismes de partage des avantages. Il y a eu beaucoup de lobbies, notamment dans le domaine de la recherche, par rapport à l'inclusion des considérations du secteur de la recherche, mais très particulièrement dans le protocole de Nagoya, dans l'article 4, pour être plus spécifique, l'article 4.4, qui réitère que le protocole de Nagoya doit être mis en œuvre de façon cohérente et harmonieuse avec les autres instruments internationaux, incluant le traité, donc le traité international de la FAO, qui a un système multilatéral de partage des avantages, on pourra y revenir si vous le désirez, avec un peu plus de détails, qui est un système qui couvre un certain nombre de ressources, donc 64 espèces, et qui est l'instrument le plus pertinent en matière de partage des avantages, autre que le protocole de Nagoya et les dispositions de la CPD en son article 15. Bien sûr, on a les instruments de l'OMS, donc le PIP Framework, qui est sur la santé et donc des mesures sanitaires, et bien sûr la Commission sur les ressources génétiques pour l'agriculture et l'alimentation, qui a, elle, développé des considérations spécifiques en matière de partage des avantages, qui sont des considérations spécifiques pour le secteur de l'agriculture et de l'alimentation. Prochaine diapo. Alors, pour contextualiser le tout également, les lignes directrices de l'Union africaine dont on a parlé reconnaissent et soutiennent généralement l'importance d'accorder une attention particulière, donc une flexibilité au niveau national au secteur conformément à l'article 8 du protocole de Nagoya, notamment en réitérant sur les questions de santé, agriculture, recherche, et qui sont réglementées souvent par d'autres lois, législations ou réglementations sectorielles. Aussi, une considération importante qui, je pense, qui est pertinente pour tous les pays, c'est bien entendu qu'est-ce qui se passe pour les chercheurs nationaux et le réseau de collaboration, non seulement avec les chercheurs étrangers, mais aussi au sein des réseaux au niveau national. Concrètement, est-ce qu'une mesure peut faciliter, favoriser, encourager la recherche ou enfreindre au système de collaboration qui existait et qui existait avant l'adoption du protocole de Nagoya et qui se basait sur des normes de collaboration qui ne prenaient pas souvent en compte les dispositions du protocole en tant que tel, mais qui étaient souvent basées sur des ententes sur la base de ce qui est articulé dans la CPD en son article 4. Il y a aussi, bien sûr, comme vous le savez, dans vos pays, généralement beaucoup de... Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. L'autre chose importante qu'il faut régir au niveau national, c'est bien entendu tout ce qui est les changements d'intention et les utilisations non autorisées. Puisque quand on parle de la recherche, généralement, si on met des considérations spéciales, l'une des choses qu'il faut réglementer ou qu'il faut régir au niveau national, c'est comment est-ce qu'on va mettre en place des procédures pour que si jamais une demande ou une demande d'accès qui aboutit à une autre utilisation ou un changement d'intention puisse réglementer
Et ça, c'est l'un des plus grands problèmes qui a été rencontré lors de l'élaboration des lignes directrices de l'Union africaine. Bien entendu, ça peut être fait au niveau des textes législatifs et réglementaires, mais la meilleure façon de le faire pour vraiment régir la spécificité de cette question technique, c'est dans les conditions convenues d'un commun accord, donc les MAT, le Mutually Agreed Terms en anglais. Et en fait, ce qui est important d'indiquer aussi, c'est que dans beaucoup d'expériences dans les contrats, on a souvent vu dans les contrats PAC qu'il y avait une emphase sur l'interdiction de ce qui ne peut pas être fait par rapport à l'accès. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir, d'un point de vue juridique, ce genre de disposition s'il n'y a pas des conséquences claires sur les modalités pour résoudre un manquement dans les contrats. Dans les législations, bien entendu, cela peut être fait, mais c'est vraiment au niveau des contrats que cela peut être fait. Donc, il faut aussi rappeler que généralement, la grande majorité des utilisateurs ne va pas enfreindre ces obligations, mais également, on a vu des cas où il y a des utilisateurs qui ont profité d'un but juridique pour justement enfreindre ces obligations. Prochaine diapo. Alors, la question du séquençage numérique, donc DSI, DSD en anglais, sont également des questions maintenant qui font beaucoup de débats au niveau international, non seulement au sein de la CBD, du protocole de Nagoya, mais aussi dans d'autres instances, comme l'OMS, la FAO, notamment le traité et la Commission sur les ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation. La problématique est la suivante, c'est que souvent, les informations liées à l'utilisation des ressources génétiques, qui sont des informations dématérialisées, sont souvent publiées dans des bases de données qui sont en fait régies par un accès libre, donc qui peuvent être utilisées pour n'importe quelle fin sans qu'il y ait une obligation de partage des avantages. Et les bases de données qui détiennent ces données sur les informations génétiques, jusqu'à maintenant, les 3 principales bases de données n'ont pas accepté d'avoir des conditions, des modalités d'accès qui pourraient être, pour simplifier la chose, des modalités de partage des avantages et des conditions d'accès pour les utilisations commerciales de ces données. Donc ça pose un grand problème qui est discuté au niveau international, donc dans les instances que j'ai citées, mais un problème aussi de mise en œuvre pour le fait que si vous mettez en place un dispositif au niveau national, il faut aussi que dans la considération du champ d'application, que vous preniez en compte les informations dématérialisées qui sont donc les DSI. Cette question sera abordée de façon plus détaillée et plus complète dans un webinaire qui est dans une future série de webinaires. C'est une question qui, en soi, devrait faire l'objet d'un webinaire séparé. Donc, mais c'est juste pour mettre l'emphase sur le lien de cette question par rapport aux considérations spéciales. Donc, Olivier, vous avez la parole. On a le secteur de l'agriculture. Donc l'ATTM, donc un système multilatéral. Ce qui est important de noter ici, c'est que dans le système multilatéral du traité, il n'y a pas besoin de permis en tant que tel. Donc on a l'accord type de transfert de matériel qui fait force de permis, entre guillemets, par rapport à l'accès aux ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation qui sont régies pour les 64 espèces du traité. Bien sûr, on a cet ATTM dont j'ai mentionné, donc en fait, c'est 2 ATTM qui sont conjoints de l'OMS. Bien sûr, vous avez différents secteurs qui utilisent différents protocoles et également pour tout ce qui est accès aux ressources génétiques animales, où il y a des protocoles qui sont réglementés, ainsi que pour la recherche. Prochaine diapo. En ce qui concerne les permis et pratiques périphériques, c'est-à-dire ce qui est important aussi, c'est que dans beaucoup de vos pays, pour résumer un peu la question, c'est que vous avez différents types de permis, et ce qui est important au niveau de l'APA, c'est que
une fois que la ressource quitte votre juridiction et qu'elle est par le biais d'un permis, par exemple un permis de recherche ou un permis d'exportation, il est important que ce permis, qui avant ne gérait pas les questions de l'accès, qui ait un droit de regard par rapport à vos autorités nationales compétentes, si jamais la ressource qui est fournie par le biais d'un autre permis est utilisée pour des fins qui tombent dans le champ d'application du protocole de Nagoya et de vos lois nationales en matière d'APA. Donc, c'est ce qu'on appelait les permis périphériques, mais c'est des permis qui sont très liés avec les questions d'APA, et donc il doit y avoir une harmonisation. Donc, besoin, bien entendu, d'harmoniser les règles en matière de permis. Prochaine diapo. Donc, il y a vraiment besoin d'avoir un inventaire des permis pratiques. Il y a aussi la possibilité de mettre en place un guichet unique. Donc, il y a maintenant des pays comme le Kenya, l'Afrique du Sud et un peu la Namibie qui ont commencé à réfléchir sur des systèmes de permis en ligne. Aussi, l'harmonisation de permis est une question qui est très importante pour que vous puissiez allier les différents objectifs des différents secteurs, tout en sachant que l'utilisation des ressources génétiques qui est accédée par le biais d'un autre permis peut aboutir à des questions d'accès de partage des avantages. Et donc, encore une fois, la nécessité d'inclure toutes les parties prenantes. Donc, on va continuer. Maintenant, nous avons une table ronde virtuelle des expériences du Bénin et de la République démocratique du Congo et d'autres participants. Et cette table ronde virtuelle va être modérée par Soel. Et si tu es prête, je te donne la parole. Merci. Bon, merci Eva. Encore une fois, bonjour aux collègues. Oui, alors l'idée est dans cette table ronde virtuelle de ne pas laisser seulement les experts de l'initiative parler, mais aussi de laisser des différents pays qui ont quelques expériences, de les partager. Et on a approché les Bénin, Melchior et le DRC, Niki, et nous avons les volontarisés de partager un petit peu leurs approches, comment mettre en œuvre certains aspects de article 8 du protocole. Bon, est-ce que je peux prier Melchior et Niki d'allumer les caméras? Alors, pour ce que on a une certaine, vraiment une panel, une table, on peut voir les collègues. Je peux lire que Melchior a une présentation à partager, mais je lui demande de peut-être faire cette présentation oralement parce que c'est techniquement presque impossible de le partager, ou peut-être on peut faire un petit peu une question-réponse. Melchior, est-ce que tu peux nous entendre? Est-ce que tu peux m'écouter? Et Niki aussi. Oui. Très bien. Alors, maintenant, Melchior, nous savons que les Bénin est maintenant pour une certaine période de temps, pour quelques années, réfléchir sur l'approche de la mise en œuvre du protocole, et aussi particulièrement comment faire une distinction entre les ressources phytogénétiques
pour l'alimentation et l'agriculture et aussi les ressources génétiques qui tombent dans l'échelle des protocoles de Nagoya. Est-ce que tu peux nous un petit peu expliquer le cadre réglementaire, comment vous avez fait la mise en œuvre de article 8 et particulièrement C concernant le ressources génétiques, phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture? Je voudrais, d'entrée de jeu, planter un peu le décor par rapport à l'expérience du Bénin dans le cadre donc, de la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Nous avons, en septembre 2018, nous avons introduit en Conseil des ministres un décret qui porte donc directive nationale pour l'accès et le partage des avantages issus de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées. Et donc, nous avons parlé également de l'objet donc du décret et surtout du champ d'application. Nous avons également, entre autres, parlé donc des conditions d'accès et ainsi de suite. Mais pour répondre plus spécifiquement à votre question, en ce qui concerne l'article 8C, nous avons décidé au niveau du Bénin, dans le cadre donc, du champ d'application du décret, de mettre en œuvre, de faire une mise en œuvre conjointe du protocole de Nagoya sur les ressources génétiques, mais également du traité international sur les ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Nous avons toujours travaillé ensemble et le processus qui a abouti à l'élaboration, à l'introduction et puis à l'adoption donc du décret, c'est un processus qui a intégré le point focal donc du TIRPA, qui lui relève donc non de la Direction générale des forêts, mais de la direction donc de l'INRA, l'Institut national de recherche agricole du Bénin. Et donc nous avons conduit le processus ensemble. Et nous sommes arrivés à donc l'identification d'un processus unique lorsque on fait une demande en matière donc une demande de permis à part. L'autorité nationale compétente qui reçoit, la première chose à faire, c'est de voir si l'espèce, la ressource génétique à laquelle on veut accéder, eh bien, est-ce que cette ressource génétique relève donc du TIRPA ou de APA? Et donc, à ce niveau-là, l'autorité nationale compétente, déjà dans le cadre de TIRPA, envoie, lorsque c'est une ressource génétique relevant du TIRPA, elle envoie donc la demande directement au point focal, donc TIRPA, qui s'occupera donc à travers le SML et puis la TTM. Lorsque cela relève donc du protocole de Nagoya, c'est tout un autre processus qui est conduit également par l'autorité nationale compétente. Je vais m'en arrêter là. Si des questions reviennent sur ce processus donc, de délivrance donc, du permis, je pourrais détailler. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'article 8C. Merci. Oui, merci Melchior. Et avant de tourner vers Niki, une deuxième question peut-être. Alors, est-ce qu'on vraiment parler au Bénin d'une guichet unique, c'est-à-dire n'importe quel utilisateur, soit il est intéressé dans les ressources phytogénétiques ou quelque chose qui vient du forêt pour des autres utilisations ou aussi des pathogènes, il s'adresse toujours à l'autorité compétente nationale, ou est-ce qu'il y a des différents guichets pour les différentes ressources et utilisations, pratiquement? Oui, de façon pratique, vous avez raison. Cela se traduit comme si c'était un guichet unique. C'est-à-dire que lorsque vous voulez accéder à une ressource génétique,
qu'elle relève du TIRPA ou de l'APA, vous avez une autorité nationale compétente qui est conférée par le décret. Et donc, lorsque vous accédez directement à ça, vous accédez à l'autorité nationale compétente par votre demande, eh bien, c'est cette autorité qui valide encore le processus. C'est-à-dire que toute entrée se fait par l'autorité nationale compétente, est redirigée vers TIRPA ou APA, et toute sortie se refait par l'autorité nationale compétente, qui aujourd'hui, l'autorité nationale compétente, c'est dans le cadre donc du décret qui est une mesure transitoire, eh bien, c'est la Direction générale des forêts qui s'occupe de ça à travers donc, son directeur. D'accord. Donc, merci. Et j'invite aussi tous les autres participants de bien noter les questions et commentaires parce que avant cette première ronde des questions de ce panel, vous avez la possibilité de aussi jouer un rôle actif dans ce panel. Bon, Niki, chez vous, alors, au Congo, il y a vraiment la biodiversité, c'est un vrai trésor avec un pays méga divers, n'est-ce pas? Et nous savons que il y a pas mal d'intérêt sur la recherche de votre biodiversité, soit but commercial, soit but non commercial. Vous avez des utilisateurs qui viennent d'ailleurs, mais bien sûr, vous avez aussi une certaine infrastructure des universités chez vous, au Congo. Comment est-ce que vous faites une distinction entre, disons, les différentes proveniences d'accès et des différents objectifs d'utilisation? Bon, merci d'abord. Merci pour la parole. Merci pour m'avoir associé à cet important webinaire. Bon, comme vous le savez, peut-être d'entrée de jeu, je voudrais dire que la RDC, je pense que vous le savez, a une loi qui intègre les aspects à part. Hein. Donc, que nous appelons la loi sur la conservation de la nature, qui prend en compte les aspects à part. Cette loi a prévu un certain nombre de mesures d'application, parmi lesquelles il y a un décret qui parle des procédures et conditions pour les conditions les CPCC. Alors, par rapport à ce décret qui est prévu dans la loi sur la conservation, nous avons réfléchi et mis en place une procédure, une procédure pour savoir distinguer dans les 3 cas. J'excuse beaucoup, mais une petite... Oui, je m'excuse, il y a eu un petit réaménagement. Donc, cela veut dire nous avons mis en place cette procédure sur laquelle nous sommes en train de discuter toujours, oui, et qui distingue un peu les différents cas. Donc, notre procédure sur laquelle nous avons discuté, nous avons mis en place, prévoit en quelque sorte 5 procédures. Il y a d'abord la procédure ordinaire, dans les cas où l'accès concerne les fins commerciales, une procédure simplifiée. Dans les cas d'accès à des fins non commerciales, mais les ressources quittent les pays. Donc, là-dedans, il y a aussi les cas de la recherche, mais dans les cas où les ressources quittent les pays. Troisième procédure, il y a la procédure de notification. Là, c'est l'accès à des fins non commerciales, mais la ressource ne quitte pas les pays. Ça concerne, par exemple, la recherche au niveau national, les recherches qui se font au niveau national, mais la ressource ne quitte pas les pays. Donc ça a une autre procédure. Et 4e procédure, c'est la procédure d'urgence.
Donc, l'accès à des fins non commerciales pour faire face à la prolifération des maladies épidémiques constituant un danger imminent et réel sur la santé publique. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui des COVID. Oui. Et il y a une procédure de régularisation pour des accès qui ont été déjà faits avant que les pays aient la réglementation nationale. Mais ça, c'est d'une façon volontaire. Donc, c'est les utilisateurs qui utilisaient déjà les recherches à un certain niveau, mais qui veulent volontairement se soumettre maintenant à la réglementation nationale, ils reviennent pour régulariser leur situation. Ça, ce sont les 5 procédures qui sont prévues. Je ne sais pas s'il faut détailler chaque procédure, je ne sais pas comment vous en pensez. Ce sont là les 5 procédures qui sont prévues jusqu'à. Bon, merci Niki. Alors, j'ai l'impression que vous avez vraiment réfléchi sur tous les scénarios possibles, y compris la régularisation d'accès dans le cas de l'utilisation antérieure. Permettez-moi peut-être 2 petites questions avant d'ouvrir la discussion. Premièrement, comment est-ce que ce système va gérer les changements d'intention de la recherche? C'est-à-dire, si vous donnez un permis pour une procédure simplifiée et il y a une découverte intéressante et ça va changer maintenant vers une utilisation commerciale, quelles sont les procédures prévues? Oui, à ce niveau-là, comme je vous ai dit, il y a un décret qui détermine les conditions et procédures pour l'obtention des CPCC. Dans ce décret-là, c'est bien spécifié. Lorsqu'il y a les cas que vous avez soulevés, il y a l'intention de changer l'utilisation. Tout est déterminé au niveau de ce décret-là. Cela veut dire que la personne ou l'utilisateur doit pouvoir revenir pour pouvoir maintenant changer, entrer maintenant dans la procédure sur laquelle il doit maintenant utiliser les produits. Si c'était de la recherche, il veut aller pour la commercialisation, par exemple. Il doit répondre la demande pour suivre maintenant la procédure qui est concernée. Tous ces éléments-là sont écrits dans les textes que nous avons élaborés sur les CPCC. Merci. Alors, j'ai encore des milliers de questions, mais ce n'est pas à moi de monopoliser maintenant la discussion ici et j'ai ouvert la discussion. Alors, les autres participants, avez-vous des commentaires ou est-ce que vous voulez bénéficier des expériences dans les 2 pays? Alors, c'est à vous maintenant. Melchior, bien entendu. Ouais. Merci beaucoup. Comme je l'ai expliqué, l'autorité nationale compétente du TIRPA est différente donc de l'autorité nationale compétente pour le processus APA en général. C'est-à-dire que vous avez une seule entrée, c'est l'autorité nationale compétente APA. D'accord? Et lorsque nous recevons la demande, cette autorité nationale compétente qui pour le moment est jouée par la Direction générale des eaux-forêts, transmet la demande à l'autorité nationale compétente du TIRPA lorsque la ressource génétique relève du TIRPA. Donc, pour répondre à votre question, l'autorité nationale compétente APA, dans le cadre des décrets, est une entité nationale par laquelle toute demande, qu'elle soit TIRPA ou APA, est envoyée. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, est-ce que je peux... Oui, s'il vous plaît, oui, absolument. Oui. En fait, peut-être les collègues ne l'ont pas bien saisi. J'ai dit qu'il y avait des cas. Il y a une procédure simplifiée.
c'est à des fins non commerciales. Là, la ressource ne quitte pas les pays. Là, la procédure est un peu plus simplifiée. Disons, par contre, il y a aussi un autre cas pour la procédure simplifiée, la ressource quitte les pays. Donc, c'est non commercial, mais la ressource quitte les pays. Tandis qu'il y a une procédure un peu plus souple encore, la procédure de notification. Cela veut dire c'est accès pour des recherches non commerciales, mais dans ces cas-là, la ressource quitte les pays. Donc, il y a des cas. Il y a des cas où la ressource, pour les non commerciales, la ressource quitte les pays, et un autre cas où la ressource ne quitte pas les pays. Mais pour les cas où la ressource quitte les pays, là, la procédure est un peu plus, disons un peu plus, c'est un peu plus compliqué par rapport à les cas où les ressources ne quittent pas les pays. C'est ça un peu la différence. Merci Niki. On a eu dans la discussion anglophone où on a eu des collègues de l'Afrique du Sud et Kenya, les cas où un chercheur de Kenya qui a commencé la recherche au Kenya et est allé aux Pays-Bas pour un stage de recherche et bien sûr pour bénéficier de l'infrastructure aux Pays-Bas avec la ressource génétique et l'université là-bas a continué la recherche sur cette ressource. Ça veut dire on a toujours une certaine, on peut pas dire trou, mais il y a des possibilités que les chercheurs nationaux utilisent une certaine ressource aussi à l'extérieur. Est-ce que vous avez quelques mesures de le régler ou de sanctionner ou de faire aussi une suivi dans un tel cas? Bon, d'abord, s'il fait la recherche au niveau national, là, il est concerné par la procédure, la procédure de notification, puisque la ressource ne quitte pas le pays. Mais s'il veut maintenant amener les ressources à l'extérieur, là, il va entrer dans une autre procédure. Mais ces deux procédures sont un peu, par rapport à la procédure ordinaire, sont un peu simplifiées, un peu plus souples. D'accord. Un peu plus souple par rapport à la procédure ordinaire. D'accord. Merci. Il y a des autres questions? Quelqu'un veut accéder aux ressources au niveau du pays, il télécharge, ça qui est prévu dans la procédure, il télécharge d'abord la formulaire au niveau des CHAPAS, ce qui est prévu. Maintenant, il les remplit, il envoie maintenant au niveau de l'autorité nationale compétente. C'est lui qui maintenant, pendant l'étude, verra qu'il s'agit de telle ou telle procédure. S'il oriente au niveau maintenant, ce qui fait que l'autre procédure soit simplifiée, parce que la première procédure que nous avons appelée la procédure ordinaire, ça c'est pour l'accès à des fins commerciales. Mais la procédure simplifiée, cela veut dire qu'elle est simplifiée par rapport à la première, puisque la deuxième là, simplifiée, puisqu'il intègre, il est seulement pour les aspects, disons, l'accès non commercial, mais la ressource quitte les pays. Mais au niveau maintenant, avant de continuer, il y a les deux procédures. Ils doivent chercher à obtenir le CPCC. Ils doivent chercher également à obtenir le CCCA. Mais la seule différence entre la procédure ordinaire et la procédure simplifiée, c'est qu'au niveau des procédures ordinaires, le CCCA concerne les deux types des avantages. Par contre, au niveau de la procédure simplifiée, là, comme il s'agit de la recherche, ça concerne seulement les avantages non monétaires. Donc, c'est ce qui fait qu'on l'appelle un peu simplifié par rapport à la première. Ça, c'est la ressource
Oui, je crois aussi, comme j'ai vu Olivier qui a enlevé les mains, qui pourrait aussi contribuer un petit peu à ça, comment vraiment standardiser cette procédure simplifiée. Olivier? Oui, merci Sohail, merci Niki aussi et Melchior bien entendu pour des prestations très intéressantes. J'ai eu la chance d'échanger avec Niki aussi. Je pense qu'il a eu le lourd travail de résumer une réflexion qui est très poussée au niveau des différentes procédures. Mais je pense que la question de Véronique aussi nous emmène aussi à voir ce qui peut être fait dans la forme et le fond. C'est-à-dire pour les mesures simplifiées et les mesures non simplifiées, disons les mesures ordinaires, comme Niki appelait ça. Dans la mesure simplifiée, ce qui est le cas de la RDC, Niki, tu me corriges si je me trompe, mais dans le cas de la RDC, la mesure simplifiée implique une notification, donc un système de déclaration, si on veut. Et ça, c'est un peu l'approche qui est prise dans différents pays, alors qu'une mesure ordinaire implique tout le processus que Niki a décrit avec les négociations de conditions convenues d'un commun accord qui sont très poussées, qui regroupent les deux types d'avantages. Donc je pense qu'il y a une réflexion à faire que la RDC a fait, que d'autres pays ont fait, sur le fond de ce que ça implique et les procédures pour les mesures simplifiées et le rôle des CCCA pour les différents types de mesures. Les types de clauses, si on veut, qui vont entrer en jeu. Et ça doit être fait au niveau de la législation. Mais s'il y a des gens qui veulent répondre à cela, alors la question est comment est prise en charge la question des résultats issus des travaux de recherche non commerciaux avec transfert de la ressource hors du pays, et bien sûr la question des droits de propriété intellectuelle. Peut-être les deux panélistes, Melchior et Niki d'abord, et aussi une réflexion par Olivier. Ok, merci. Je voudrais d'abord, par rapport à la discussion passée, dire que, comme Olivier l'a dit, je crois que nous avons également un genre de procédure simplifiée ici, si je peux l'appeler simplifiée. Sinon, le décret a dit que lorsque vous utilisez la ressource, vous êtes au Bénin et que vous utilisez la ressource au Bénin, la procédure, elle est simplifiée. C'est-à-dire que vous ne bouclez pas tout le processus, mais pour des questions de database, vous êtes obligé donc de soumettre une demande. Vous soumettez une demande un peu comme tout le monde et l'autorité nationale compétente, elle qui constate que oui, la ressource ne quitte pas le pays, elle est utilisée à des fins commerciales ou non commerciales ou potentiellement commerciales, et donc vous avez une procédure très simplifiée qui ne va pas jusqu'à l'élaboration d'un permis. Donc, par rapport au droit de propriété intellectuelle, comme vous l'avez dit, il y a un processus qui est en cours actuellement par rapport au point de contrôle. Et c'est là véritablement que nous allons utiliser l'Agence nationale pour la protection intellectuelle qui fait déjà partie du comité national à part qui suit tout le processus. Et donc, c'est dans l'application donc ou la mise en place donc des points de contrôle que nous allons utiliser ces agences donc de propriété intellectuelle. Le Bénin n'a pas une grande expérience en cette matière. Je voudrais laisser les autres réagir là-dessus. Merci. Oui, Olivier, tu veux ajouter? Oui. Non, merci beaucoup. Je pense que aussi pour compléter ou abonder dans le même sens que Melchior, la question de Jamel aussi se pose par rapport à régir, bien entendu, non seulement la sortie des ressources, mais la sortie des résultats de la recherche. C'est-à-dire, ce qui se passe souvent, c'est que dans les législations passées ou les réglementations passées, le champ d'application était seulement sur les ressources. Alors, ce qui était important de régir, c'est, indépendamment de la procédure,
c'est l'utilisation des résultats de la recherche et l'aboutissement de ces résultats de la recherche en matière de droit de propriété intellectuelle. Et donc ça, c'est décliné. Je pense qu'une réflexion est faite à ce niveau d'une façon très poussée en Algérie par rapport à ça. Donc, j'ai lu dans les pensées de mon cher ami Jamel, et je pense que c'est cette question qui, par rapport à comment régir, indépendamment des différents types d'accès simplifié ou non, les résultats de la recherche et le transfert de ces résultats hors pays et la possibilité, qui est souvent le cas, d'obtenir des droits de propriété intellectuelle. Tout en sachant que cette question est pertinente, que même dans les mesures simplifiées, on le vit un petit peu dans beaucoup de pays, vous avez souvent des mesures simplifiées, mais où les utilisateurs vont quand même aller vers des droits de propriété intellectuelle. La question est de savoir qu'est-ce qui se passe quand ces droits de propriété intellectuelle sont exploités ou transférés. C'est ça, en fait, la question. D'accord. C'est-à-dire on pourrait avoir des safety nets aux différents niveaux. Oui. Malheureusement, la connexion était vraiment assez mauvaise. Je ne sais pas, Niki, est-ce que tu as entendu des questions ou des points clés? Oh, je n'ai pas, la connexion était très mauvaise, mais j'ai noté quand même les soucis par rapport à la question qui a été posée. Il a l'impression que nous avons multiplié un peu des procédures. Non, je pense que la demande s'est faite en une fois. Il n'y a pas la demande par rapport à plusieurs procédures. La demande s'est faite sur les formulaires. Dans les formulaires, c'est l'autorité nationale compétente, après analyse, qu'il va voir il s'agit de quelle procédure. Et puis, il oriente les dossiers dans telle ou telle procédure. Et les procédures sont faites dans le sens de simplifier les choses. Les deux premières procédures, par exemple, vous allez voir que là, c'est pratiquement la même chose. La seule différence, c'est au niveau des contrats, des contenus du contrat. Par contre, la troisième, là, ça, c'est beaucoup plus facile. C'est pour faciliter un peu plus les chercheurs nationaux. Là, ça ne nécessite même pas les CCCA. Directement, vous avez, après les CPCC, directement, vous avez une fiche de notification à remplir. Et puis, à la fin, l'ANC vous délivre les permis. Donc, c'est un peu plus simplifié par rapport à, peut-être puisqu'ils n'ont pas tous les contenus. Si vous avez tous les contenus, vous allez vous apercevoir que c'est une procédure qui est un peu très simple, quoi. C'est un peu... D'accord. Oui, merci pour le souligner encore une fois. Oui, on doit malheureusement vraiment clôturer cette panel maintenant, mais je crois que ce n'est pas la dernière fois qu'on va discuter ou aboutir les considérations spéciaux, parce que c'est aussi très, très pertinent et spécial dans les différents contextes de pays. Et avec ça, alors moi, je me remercie aux panélistes et c'est maintenant à Eva pour continuer et aussi presque clôturer. Merci à vous. Merci Soel, merci au point focal à part du Bénin et de la République démocratique du Congo pour partager ces expériences très riches. Et merci aussi aux autres intervenants de partager et donner des informations. On est presque à la fin, donc je veux juste, avant que je donne la parole à Olivier qui va clôturer le webinaire, je voudrais juste donner quelques informations concernant les prochaines étapes. Donc, comme d'habitude, on va avoir des questions auxquelles il n'a pas été possible de répondre aujourd'hui. Et on va créer un petit rapport. On a déjà créé des rapports pour les premiers webinaires. On se trouve sur le site web de l'initiative APA. Et concernant les invitations pour le prochain webinaire aura lieu le 30 juillet. Et on a identifié quelques sujets provisoires. Entre autres, on veut parler d'une feuille de route pour la conférence des parties 15 à Kunming.
Également, on veut aborder des thèmes et réunions pertinentes pour l'Afrique. On veut aussi focaliser sur les soutiens potentiels par l'initiative APA et l'Union africaine et d'autres. Et aussi, on veut parler des sujets à aborder dans les futurs webinaires et on veut parler comment on peut améliorer les webinaires dans le futur. La prochaine, oui, merci. Je pense que vous savez, il y a un bulletin d'information de l'initiative APA, ça s'appelle le News Digest. Et sur ce News Digest, on trouve des informations sur les développements récents et les publications liées à l'APA. Et on vous invite de inscrire sur ce bulletin et vous trouvez l'adresse sur cette diapo. Oui, la prochaine. Oui, donc avant je donne la parole à Olivier. Je voudrais vous remercier pour la participation et pour les contributions très, très riches. Et je voudrais aussi remercier, bien sûr, mon équipe, les présentateurs Olivier, le modérateur Suel et bien sûr Mélanie, Yannick et tous les autres qui ont réalisé ce webinaire. Merci beaucoup. Et oui, je donne la parole encore une fois à Olivier qui va clôturer. Merci. Oui, merci Eva. En fait, je voudrais en fait prendre la parole au nom de Maled Seromé de la Commission de l'Union africaine qui m'a demandé de dire quelques mots pour clôturer ce webinaire. Comme vous le savez, ce webinaire est conjointement organisé avec la Commission de l'Union africaine. Donc Maled voulait réitérer que les questions des considérations spéciales et permis sont des questions qui tiennent à cœur dans le processus de mise en œuvre du protocole de Nagoya qui est soutenu par donc la Commission. Elle voulait également réitérer le fait qu'il ne faut pas perdre de vue que ces questions de considérations spéciales ont fait l'objet et font toujours l'objet de discussions houleuses, que ce n'est pas des questions qui sont résolues ou qu'il y a une solution toute faite pour ces questions et que dans ce sens, la Commission de l'Union africaine est prête à accompagner les pays dans la mise en œuvre de ces différentes thématiques, notamment dans les systèmes harmonisés de permis. Maled voudrait également réitérer l'engagement de la Commission de l'Union africaine de continuer de collaborer avec l'initiative pour appuyer les pays jusqu'à la prochaine COP, et la COP MOP à Kunming, et aux réunions subsidiaires qui vont être organisées en préparation de la COP, et donc qu'elle se réjouit de vous revoir et de vous accueillir dans les autres webinaires qui vont être organisés dans d'autres séries et de continuer cette collaboration fructueuse avec l'initiative APA. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier, pour ce mot de clôture. Oui, je vous remercie et je vous souhaite bonne santé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a beaucoup d'adresses email sur ce diapo. Et oui, bonne soirée à tous et toutes.